Voilà. Oui, voilà. Alors, bonjour Vladimiro. Merci Bonjour. beaucoup d'être ici avec nous. Alors, je regarde un petit peu s'il y a des gens qui arrivent. Pour le moment, on est tous les deux. Donc, on va attendre un petit peu que les gens arrivent. Oui, c'est ça. On n'a pas Voilà. beaucoup d'expérience avec cette technologie, donc Non, voilà, voilà. On essaye un peu de voir comment ça se passe. Et puis, c'est vrai que c'est mieux de pas trop avancer par rapport aux gens qui puissent mmh un petit peu avoir les informations. Je vais peut-être commencer à partager, quand même, ma présentation. On fait comme ça Très bien. et puis on va voir si on a des gens qui nous rejoignent. Donc on va parler, ce soir du don d'ovocytes non anonyme au Portugal, puisque, vous êtes le directeur de la clinique, Ferticentro à Coimbra Mmh et le but donc c'est de parler du don d'ovocytes puisque c'est un traitement qui, aide quand même beaucoup de gens. Les personnes, j'ai souvent des personnes qui s'adressent à moi pour savoir dans quel pays ou dans quelle clinique ils souhaitent aller pour le don d'ovocytes. Et c'est vrai que le choix d'avoir une donneuse qui soit anonyme ou non, c'est un critère, je pense, pour moi très important pour le choix de son pays et de la clinique. Moi, c'est quelque chose que toujours quand j'ai des personnes qui s'adressent à moi, euh, pour moi, c'est déjà le premier. Je les informe d'abord de cette possibilité parce que c'est vrai que suivant où on se trouve, on a plus accès aux dons anonymes. Si on est en France, on a l'habitude que les dons soient anonymes. Donc c'est vrai que le don non anonyme, ça paraît être quelque chose d'étrange. Si on est en Suisse, on est plutôt habitué au don non anonyme puisque le don des spermatozoïdes est non anonyme. Je rappelle que le don d'ovocytes, par contre, est interdit en Suisse. Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas aller à l'étranger pour avoir recours à un don d'ovocytes, mais c'est juste qu'on ne peut pas avoir recours à un don d'ovocytes en Suisse. Donc c'est vrai que moi, je travaille principalement avec les couples de Suisse. J'ai aussi des couples de Français qui me demandent des informations ou qui passent par moi. Mais c'est vrai que quand vous m'avez contacté il y a à peu près un peu plus d'un an, j'étais très intéressée à en savoir plus sur votre clinique. Alors, votre clinique, parce que c'est vrai que c'est une des plus grosses cliniques en, au Portugal. Et c'est vrai que par rapport au Portugal, j'avoue que je ne connaissais pas en fait les cliniques de fertilité au Portugal. Et puis j'ai beaucoup appris avec vous. Puis on veut aujourd'hui, avec ce webinaire, un petit peu essayer de faire comprendre aux gens comment ça se passe la PMA au Portugal, comment ça se passe le don d'ovocytes non anonymes au Portugal, afin que les personnes puissent vraiment puissent décider en connaissance de cause. Vraiment, mon idée, c'est que pour moi, quand on doit faire un traitement à l'étranger, c'est important d'être informé sur tous les aspects de ce traitement et pouvoir décider vraiment en ayant tous les choix possibles et savoir quelles sont les possibilités. Donc, j'essaye maintenant de passer mon deuxième slide. J'ai fait un petit sommaire pour expliquer comment va se passer aujourd'hui la présentation. Donc, d'abord, je vais présenter rapidement Art Fertilité by ma fille parce que je ne fais pas beaucoup de webinaires et je pense que ça vaut la peine d'expliquer un petit peu ce que je fais. Ensuite, je vous proposerai, Vladimiro, de présenter Ferticentro, Mhm. notre clinique. Ensuite, alors si vous avez certaines questions qui me reviennent souvent de personnes qui me contactent et que je sais qui pourraient intéresser les gens qui sont avec nous aujourd'hui, je vous les poserai. Et ensuite, on fera une partie questions-réponses aux personnes qui sont avec nous aujourd'hui afin qu'elles puissent vraiment poser leurs questions. Donc, c'est un petit peu l'idée. Alors, justement, moi j'aime bien commencer mes présentations avec une question. Lors d'un traitement à l'étranger, quelles sont les questions finalement qu'on se pose le plus? Quelles sont les questions des patients? Et alors, avec l'expérience, j'ai vu un petit peu que les questions principales. Oups, je suis passée trop vite. Mhm. Les questions principales sont en fait dans quel pays me rendre, quelle clinique choisir. Si on sait dans quel pays, quelle clinique choisir, quelles options prendre, parce que c'est vrai que un traitement, normalement, on sait à peu près quel traitement. Après, on est conseillé bien sûr par les médecins, mais il y a aussi des options qui sont possibles.
quelles options vont prendre et comment je peux maximiser mes chances de réussite de mon traitement. Donc ça, c'est les questions principales qui viennent. Je ne sais pas si on en discutera après si vous en voyez d'autres, mais je pense que ça résume pas mal le type de questions. Et justement, alors moi, je me présente, Adva Grunman, je suis consultante en fertilité et PMA et j'accompagne maintenant depuis 6 ans les couples et les femmes dans leur traitement de PMA à l'étranger, principalement. J'ai aussi cofondé des programmes qui s'appellent Fertiline et qui ont pour but de booster la fertilité, la santé et la santé des futurs enfants. Donc, c'est quelque chose que je propose aux couples, aux femmes que je suis, afin de potentialiser leur fertilité en vue de traitement pour augmenter les chances de réussite. Alors, ce n'est pas le sujet de la présentation aujourd'hui, mais je voulais quand même présenter un petit peu Fertiline. Alors, qu'est-ce que je fais vraiment pratiquement dans mon travail ? Déjà, je connais bien les législations de tous les pays, donc je peux répondre aux questions des gens. Je les informe justement sur les possibilités, sur les tarifs et les options de chaque pays, justement non anonyme, anonyme, comment ça se passe pour les choix, etc., etc. Ensuite, j'ai une sélection de cliniques de qualité que j'ai selon des critères bien définis. Je parlerai de ces critères plus tard et qui font que c'est vrai que quand quelqu'un vient vers moi, alors bien sûr, si cette personne a envie de travailler avec une clinique parce qu'elle a envie d'aller dans une clinique qu'elle a choisie, je l'accompagne. Mais si elle souhaite venir vers moi pour un choix, souvent je l'oriente vers une clinique que je connais parce que je sais que cette clinique a des bons, toujours bien sûr des bons résultats, mais aussi qu'elle correspond aux critères que je trouve importants. Et puis avec ces cliniques, on en parlera aussi plus tard, je négocie des tarifs réduits et des options supplémentaires parce que mon but, c'est vraiment d'accompagner les gens au mieux et puis qu'ils puissent avoir des tarifs réduits. C'est des coopérations qui se font avec les cliniques. Donc, on essaye vraiment de faire au mieux pour les patients, pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Et ça passe aussi par des tarifs un petit peu moins élevés et des options qu'on discute ensemble. Et on parlera de ces options après, justement, avec Ferticentro. Ensuite, je prends en compte l'historique et les désirs des patients parce que ça, c'est aussi important. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Qu'est-ce qui a été mal vécu ? Quel parcours ils ont eu avant ? Parce que parfois, juste changer de clinique ou changer de traitement, ce n'est pas suffisant. C'est vrai que l'apprentissage m'a montré que c'est souvent aussi important de parler d'autres choses, de prendre en compte d'autres aspects du traitement. Alors, c'est aussi fait toujours par le médecin aussi, il va regarder l'historique. Mais c'est vrai que je prépare un petit peu en amont et puis souvent, je dis au couple, voilà, ça serait des bonnes choses à dire au médecin. Ça, peut-être, on va travailler. Et c'est vrai que j'ai une manière, avec Fertine, dont je parlais tout à l'heure, une manière de prise en charge qui prend en compte un mode de vie fertile, c'est-à-dire réduction des perturbateurs endocriniens, la nutrition, les compléments alimentaires, etc., que les cliniques, pour le moment, ne sont pas encore dedans, mais on est en train de parler de collaboration justement pour cette prise en charge complémentaire en plus du traitement médical. Et puis, je les informe justement des différentes options, que ce soit dans les différentes cliniques ou même dans la clinique, parce qu'il y a différentes options dans la même clinique. Et puis, comme je le disais, on essaye de travailler en amont sur l'amélioration de la fertilité, donc la qualité des ovocytes si c'est une FIV, la qualité des spermatozoïdes, parce que quand on fait un don d'ovocytes, il ne faut pas oublier que quand même le sperme compte pour beaucoup, et puis ce n'est pas juste en passant au don d'ovocytes que ça peut s'arranger. Et puis le système immunitaire qui est aussi très important lors du don d'ovocytes. Ensuite, alors par rapport aux critères, je n'ai pas passé au travers de tous, mais vous voyez un petit peu les principales. C'est vraiment que, donc, il y a les traitements, il y a les équipes, il y a l'établissement. C'est vrai que vraiment des traitements qui sont individualisés, personnalisés, pas où vous êtes un numéro, c'est important pour moi, où il n'y a pas de délai d'attente, des tarifs qui sont contrôlés, qui sont justifiés par ce qu'on va vous donner comme prestation, des taux de réussite élevés, ça c'est une base on va dire, mais c'est vrai que c'est très difficile quand même de juger une clinique sur les taux de réussite parce que les taux de réussite peuvent être calculés de différentes manières. On peut avoir une clinique qui traite des patients qui ont des pathologies très, 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 très lourdes, qui peuvent baisser les taux de réussite, ces taux de réussite. Donc, on ne peut pas juger vraiment une clinique par rapport à ces taux de réussite, mais par rapport à d'autres choses aussi.
Au niveau de l'établissement, conformité avec la législation, utilisation des dernières techniques. On va parler justement de votre clinique Vladimiro pour l'utilisation des dernières techniques en la matière. La propreté, l'hygiène, ça va de soi. Un laboratoire de pointe, parce que vraiment, finalement, ce qui fait la clinique, c'est ses médecins et c'est aussi important, son laboratoire. L'équipe, c'est important que la communication puisse se faire en français parce que la plupart des gens que j'accompagne ne parlent que français ou en tout cas préfèrent communiquer en français. Donc, on voit avec vous qu'il n'y a pas de souci au niveau de la langue chez Ferticentro. Le savoir-faire, l'expérience, c'est quand même une clinique qui a un savoir-faire. Une pratique quotidienne qui vraiment fait beaucoup de cas par année parce que vraiment qui a l'usage de la pratique, une pluridisciplinarité afin vraiment de pouvoir prendre en compte tous les aspects d'un patient puisqu'on est pluriel dans notre unité. Et voilà. Au niveau notre partenariat, c'est vrai qu'on a commencé à travailler ensemble il y a un peu plus d'un an. Moi, je vous ai dit, pour moi, c'est très important la garantie de 2 embryons. Donc, c'est quelque chose qu'on a pu ensemble discuter. Et puis, je suis contente que pour Art Fertilité, en fait, toutes les personnes qui passent par Art Fertilité ont cette garantie de 2 embryons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il n'y a qu'un embryon et que malheureusement, il y a un transfert, que le transfert n'est pas un succès parce qu'on sait que le succès n'est pas à 100%. La clinique qui dira un taux de succès à 100%, j'aimerais bien la connaître. S'il n'y a qu'un seul embryon, la clinique proposera un 2e cycle gratuit. Donc ça, c'est très important. Et puis, on a aussi discuté ensemble de tarifs, de packs finalement. On a un peu vraiment calculé des packs où on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui sont les éléments de base pour un patient. Un time-lapse, c'est important. L'embryo-glue, vous m'avez aussi persuadé que c'était quelque chose de très important. Le transport personnalisé, c'est vrai que vous êtes quand même à 2 heures, c'est ça, des aéroports et que c'est quand même à peu près 1h30. Voilà. 1h15 de l'aéroport de Porto, 1h45 de l'aéroport de Alors voilà, moi j'ai fait une moyenne, vous voyez. Donc c'est vrai que de pouvoir être accompagné, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis donc voilà, des tarifs réduits aussi pour. Alors aujourd'hui on parle du don d'ovocytes, mais aussi pour la FIV IPSI. Et comme ça, voilà, les personnes qui vont travailler avec votre clinique et Art Fertilité, finalement auront le meilleur au meilleur tarif. Moi, c'est un petit peu ce que j'aime à dire. Voilà. Maintenant, je vous propose, alors je vais arrêter de partager ma présentation et je vous propose de partager la vôtre. Bon, bonjour Adva. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Pour moi, c'est un plaisir d'être ici, de pouvoir collaborer avec vous. Je voudrais juste dire que pour nous, en tant que clinique, c'est très important de travailler avec les fertility coaches, des personnes comme vous qui accompagnent les patientes dans ces démarches. On passe beaucoup de temps au téléphone avec les patientes en expliquant tout. Il y a parfois des choses qui pour nous sont très évidentes parce que ça fait part de notre quotidien. On le fait tous les jours. Et donc, mais parfois, bien sûr, pour les patientes qui sont tout d'abord très stressées, qui passent pour cette procédure, pour ce procès par la première fois dans sa vie, c'est tout un monde inconnu avec des choses qui ne sont pas très claires. Et donc, c'est très important d'avoir quelqu'un qui soit indépendante, qui peuvent donner un avis, qui connaît beaucoup de monde, qui connaît beaucoup les cliniques, les manières comme ils travaillent et qui soit là pour rassurer les patients, pour les aider s'il y a des soucis de communication. Donc, pour nous, c'est très important que les patientes passent pour vous. Et bien sûr, il y a des autres choses sur lesquelles vous travaillez qui optimisent beaucoup les conditions de succès pour nos traitements. Donc, un grand bravo pour vos initiatives et encore une fois, merci de m'avoir invité. Donc, par rapport à ma présentation, je vais essayer de partager l'écran. Je pense que vous le voyez maintenant, non? C'est bon?
Bon, alors, la première, une des questions les plus importantes qu'on trouve quand on parle avec les patientes, quand on fait des webinaires, quand nous participons au congrès, c'est pourquoi est-ce que je devrais aller au Portugal? Il y a tellement de pays dans lesquels on peut faire des traitements avec dons, qu'il y a aussi des technologies les plus récentes, etc. Et donc, pourquoi le Portugal? Pourquoi pas l'Espagne, la République tchèque? Enfin, pourquoi? Bon, en effet, je vais vous parler un peu des choses, des raisons pour lesquelles nos patients préfèrent le Portugal. Bon, tout d'abord, la première raison, c'est la loi. Au Portugal, nous avons l'une des lois de la PMA les plus progressistes de l'Europe. C'est-à-dire, au Portugal, par exemple, les donneurs de gamètes ne sont pas anonymes. C'est-à-dire, soit les donneurs d'ovocytes, soit les donneurs de sperme ne sont pas anonymes. Et ça signifie qu'à l'âge de 18 ans, les enfants issus d'un don ont le droit d'accès à l'identité de son donneur ou de sa donneuse. Donc, l'accès à l'identité des donneurs est une garantie de l'État portugais. Cette information est gardée pendant 75 ans, pardon, 75 ans. Et donc, cette information est toujours disponible, même si l'enfant arrive à l'âge de 18 ans et il n'est pas intéressé d'avoir accès à cette information. Il peut changer d'avis à l'âge de 20, 30, 40, enfin, parce que cette information restera toujours disponible. Ça pourrait être très important, par exemple, par des raisons de santé, par... j'ai passé, ça pourrait être très important, par exemple, par des raisons de santé, ça pourrait être... et donc, au Portugal, nous avons cette transparence et aussi parce que ça donne aux cliniques une responsabilité, une responsabilité plus grande. C'est-à-dire, si vous allez dans un pays dont la loi préconise l'anonymat, il faut que vous faites confiance sur les personnes de la clinique qui vont choisir la donneuse, etc. Bien sûr, tout le monde fait son mieux, mais c'est toujours différent de savoir que la personne que nous choisissons va être révélée plus tard. Et dans ce cas, c'est une responsabilité augmentée. Et donc, c'est un peu, sinon, si on ne fait pas, si je dis que la donneuse a les yeux bleus et d'ici à 20 ans, la donneuse a les yeux marrons, ça ne sera pas bon. Donc, c'est un peu cette transparence du système portugais qui fait un peu la distinction. L'autre chose, c'est qu'au Portugal, aussi à cause de ce non-anonymat, nous avons un système très contrôlé. Chaque donneuse ne peut donner que 4 fois pendant toute sa vie, séparée par 3 mois entre chaque don, et chaque donneur de sperme ne peut contribuer pour des enfants que dans 8 familles. Donc, et par ailleurs, et ça c'est aussi très important, le Portugal est l'un des rares destins de PMA dont le nombre de dons par donneur est contrôlé par l'État. Ici, par exemple, pour pouvoir commencer un cycle de dons, par exemple de dons d'ovocytes, il faut aller à la base de données de l'autorité portugaise de la PMA, du CNPMA, introduire le nombre de cartes d'identité de la donneuse ou le nombre de passeports si la donneuse n'est pas portugaise pour vérifier si elle est encore disponible pour donner. Ça va générer un code, c'est un code de don. Chaque donneuse ne peut donner que 4 fois pendant toute sa vie et donc c'est basé dans ce code qu'on peut commencer le traitement. Si on n'a pas ce code, on n'a pas le droit d'avancer avec le traitement et donc c'est comme ça qu'on sait qu'il n'y a pas un risque de que d'ici à 20 ans, 30 ans, on trouve que notre enfant a 20 ou 30 demi-sœurs ou demi-frères. Okay?
donc, c'est une garantie de contrôle et transparence. Une autre chose qui est aussi différente au Portugal, c'est que le dédommagement au donneur est aussi très clair. C'est fixé dans la loi. C'est la même valeur pour tous les centres de PMA publics et privés. Et chaque donneuse d'ovocytes reçoit 878 euros pour le don, lorsqu'un donneur de sperme reçoit 44 euros pour chaque recueil. Les paiements sont faits par virement bancaire, les donneurs signent un reçu. Encore une fois, tout est très transparent. Nous sommes audités et inspectionnés par rapport à ça. Et donc, il n'y a pas de question. C'est ça le montant que c'est payé au donneur. Il n'y a pas... c'est-à-dire, ça, c'est pas variable, ça, c'est pas payé en espèces. Donc, c'est très clair et très transparent. Donc, c'est un peu cette question du risque de consanguinité. Par exemple, on avait, il y a quelques années, on a le cas de ce monsieur du Pays-Bas qui a été très, très connu parce que il y a 6 ans, il avait 106 enfants connus parce qu'il a donné son sperme un peu partout. Et donc, bien sûr, s'il donne en Espagne, en Suisse, en Allemagne, au Portugal, en France, etc., on aura ce risque. Même si on sait qu'au niveau national, au moins, ça, c'est plus contrôlé. Bon. Par ailleurs, ce type de système assure que les données sont traitées d'une façon digne, que sa santé est protégée, donc il n'y a pas de personnes qui donnent tous les mois. Et bien sûr, personne ne souhaite savoir que la naissance de son enfant a causé des problèmes de santé, des soucis à la donneuse. Bon. Il y a une autre chose par rapport à l'anonymat, c'est qu'actuellement, aujourd'hui, ça c'est déjà possible, avec les banques d'ADN qui existent au niveau international, vous payez 50, 80 euros, je ne sais pas, 100 euros, mais moins que 100 euros. Et vous pouvez envoyer votre DNA pour une base de données de DNA et d'ADN, pardon, et vous pouvez recevoir comme réponse, vous avez 35 cousins et 20 demi-frères enregistrés, souhaitez-vous entrer en contact avec ces personnes? C'est inévitable, ok? Et donc, actuellement, avec ces banques d'ADN qui existent déjà, les donneurs anonymes n'existent pas. Parfois, c'est suffisant que deux des cousins du donneur donnent son ADN pour cette base de données et le donneur est découvert. Et donc, on va voir, ça se passe déjà. Par exemple, en France, il y a une association qui se dédie à identifier des donneurs grâce au test d'ADN. De cette manière, ils ont déjà découvert 37 donneurs, 186 demi-frères ou demi-sœurs. Et donc, la différence, c'est que quand le donneur n'est pas anonyme, ça, c'est une personne qui a été d'accord pour que son identité soit révélée. C'est une personne qui a été bien conseillée, qui a une consultation avec un psychologue, qui a été d'accord, qui est au courant, qui sait que ça peut arriver lorsque, si le donneur pense être anonyme, au moment où il y a quelqu'un qui bat à sa porte, qui l'envoie un message par Facebook disant « Je suis votre enfant », ça pourra causer des problèmes dans sa vie, ça pourra interférer avec ce qu'il pensait dans sa vie. Donc, c'est un peu par cette raison qu'en effet, les dons anonymes, je pense que d'ici à 10 ans, on aura plus de dons anonymes dans nulle part. Donc, ça sera une chose du passé. On voit que la tendance au niveau international, on a déjà le Portugal, la Suisse, la France va changer sa loi, les Pays-Bas,
la Belgique, la Danemark, la Suède, l'Austrie, l'Allemagne, enfin tous les pays qui commencent à avoir des lois plus progressistes, le Royaume-Uni bien sûr, l'Irlande, évoluent par le don non anonyme. Et donc, ça sera la réalité d'ici à 10 ans parce qu'il n'y a pas une autre manière de le faire. En effet, même le Parlement, le Conseil de l'Europe, pardon, ils ont même publié une recommandation de, aux États membres de l'Union européenne de renoncer à l'anonymat pour tous les dons futurs de gamètes. Donc, parce qu'il reconnaît que le droit d'accès aux origines est un droit universel. Bon, encore une fois, pourquoi le Portugal? Ça, c'est pas seulement la loi. La loi est une chose, bien sûr, qui est importante, mais ici au Portugal, nous sommes aussi l'un des pays dont la PMA est plus avancée. Par exemple, à notre clinique, nous avons l'embryoscope depuis 7 ans. Actuellement, nous avons 2 embryoscopes. Nous avons été la première clinique au Portugal à avoir ce type de technologie. Nous avons été dans les premières cliniques au niveau européen à l'avoir. On fait aussi le DPI par séquençage de nouvelle génération. On le fait par routine quand les femmes ont 39 ans ou plus. Et donc, au niveau technologique, en fait, je dis ça toujours, actuellement, c'est un peu ce qu'Adva a dit au début de cette présentation. Actuellement, on a des cliniques de bonne qualité un peu partout. Okay? Donc, il faut sans doute vérifier quelques signes, quelques astuces pour vérifier si la clinique est de bonne qualité. Le premier signe, je dirais, c'est la disponibilité de technologie. Actuellement, toutes les cliniques devront avoir un système time-lapse. Sans le time-lapse, soit l'embryoscope, soit quelque chose d'autre, c'est le passé. Il n'y a pas de raison pour ne l'utiliser pas. C'est un développement indiscutible, je dirais. L'autre chose, c'est le séquençage de le DPI par séquençage de nouvelle génération. Si on ne fait pas le DPI ou on ne fait pas le DPI comme ça, c'est encore une fois le passé. Ça, sont comme les minimums pour pouvoir être considéré comme une clinique de bonne qualité. Et bien sûr, ensuite, il y a des autres choses. Il faut que, par exemple, on a la possibilité de tester les donneurs pour des maladies génétiques récessives. Ce n'est pas une chose que nous recommandons comme première ligne parce que ça peut ouvrir une boîte de Pandora, mais c'est quand même quelque chose qui est disponible pour certaines patientes, pas pour tout le monde. Si vous le souhaitez, on peut le discuter d'une façon plus détaillée. Au Portugal, on a le droit de travailler avec les donneurs non anonymes parvenus des banques de sperme internationales qui existent en Danemark, comme c'est le cas de Cryos ou European Sperm Bank. Et bien sûr, on a par routine, on fait des tests pour pour les causes d'échec de la PMA qui existent malheureusement, plus développées actuellement. Donc, on fait beaucoup de tests à la réceptivité de l'endomètre, le test ERA, le test ALICE, le test EMA, les antigènes KIR, les tests matrice lab. C'est-à-dire qu'il faut que la clinique ait la capacité de recourir à tout ce qui existe actuellement. Et actuellement, il en a beaucoup de solutions disponibles pour identifier quel est le problème du patient. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'une clinique ne soit pas une usine de faire des traitements parce qu'au niveau technique, c'est très facile de stimuler
une jeune femme, une donneuse, de féconder ses ovocytes avec le sperme d'un monsieur qui probablement n'est pas anonyme, avoir des embryons, que probablement n'est pas infertile, pardon, créer les embryons, faire le transfert embryonnaire, c'est-à-dire c'est le plus facile. Et donc, il faut surtout vérifier tout d'abord si la clinique est capable de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au passé, dans le cas des patientes qui ont déjà un parcours PMA quand ils arrivent à une clinique à l'étranger, et surtout une clinique qui sait quoi chercher d'une façon organisée, bien structurée et surtout individualisée. Donc, ce n'est pas toujours la même chose pour tous les patients. Bon, bien sûr, nous avons cette relation très proche avec la Suisse. Je pense qu'il y a autant de Portugais en Suisse qu'au Portugal. Et donc, notre relation a toujours été plus proche. À Ferticentro, nous avons une équipe francophone assez significative. Nous avons 19 personnes entre médecins, infirmiers, coordinatrices de traitement, enfin, que tout le monde qui parle français. Donc, c'est possible d'assurer un parcours totalement en français pour des patients étrangers, soit au niveau des documents, soit au niveau des appels téléphoniques. Donc, si le français est votre langue mère, nous avons, c'est-à-dire notre clinique est très concentrée sur le monde francophone et donc c'est comme ça que nous avons trouvé Adva et voilà, c'est ça. Merci. Bon, et je vais arrêter mon partage et voilà. Ouais, il faut que je me remette, il faut que je remette ma voix, voilà. Okay. Merci beaucoup, Vladimiro, pour cette présentation. Moi, donc, je vais déjà vous poser des questions que je sais qui pourront intéresser les personnes parce que c'est des questions qui reviennent souvent et puis c'est bien d'avoir une fois que vous... Alors, je transmets toujours les réponses, mais c'est vrai que c'est bien une fois d'avoir le directeur de la clinique qui répond à ces questions. Donc, vous nous avez parlé du niveau de la médecine au Portugal qui est identique au niveau qu'on peut avoir en Espagne, en République tchèque, et que finalement, vraiment, on va dire que la grosse différence par rapport au don d'ovocytes, c'est le non-anonymat, et qui est quand même quelque chose de très important actuellement, puisque on va vers un anonymat un peu partout dans tous les pays, et que d'ici quelques années, ça sera un peu compliqué. Alors, je vais vous poser une question qui est toujours, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est toujours un peu bizarre parce que, comme je disais, un taux de succès, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quand même quel est votre taux de succès pour un don d'ovocytes, une FIV avec don d'ovocytes? Alors, je ne sais pas si vous voulez calculer par transfert, par cycle, comment ça se passe? Bon, donc pour vous répondre directement, le taux de succès d'une FIV avec don d'ovocytes, je pense que c'est le cas, ça va être toujours entre 60 et 70%. Bien sûr, nous sommes capables d'isoler des groupes de patientes qui ont 80%, mais nous sommes aussi capables d'isoler des groupes de patientes qui ont 5 ou 10%, ou peut-être 2-3%. Donc, il faut, et bien sûr, je parle du taux de succès par transfert embryonnaire. Quelle est donc la différence? Même si vous, et ça, c'est la même chose partout. Si vous cherchez les statistiques aux États-Unis, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, au niveau européen, vous verrez que le taux de réussite du don d'ovocytes est toujours de 60 à 70%, avec des différences particulières qui dépendent plus des facteurs spécifiques de chaque patiente que de la technique, parce qu'au niveau technique, ça c'est la méthode la plus facile pour les cliniques, parce que normalement, on ne travaille pas, bon, les ovocytes ne viennent pas d'une personne qui soit infertile, bien au contraire, les données sont
choisies et sélectionnées en fonction, tout d'abord parce qu'elles n'ont pas des problèmes de santé, parce qu'elles ont une fertilité supérieure à la moyenne. Et donc, nous avons des jeunes femmes qui sont sélectionnées à cause de sa fertilité. Et donc, ça dépend du facteur masculin que n'affecte que 50% des patientes et parfois n'est pas aussi significatif, et bien sûr des conditions utérines. Donc, c'est normal d'avoir ce type de pourcentage. Bien sûr, ça dépend aussi de la manière comme vous voyez la statistique. Si vous transférez soit un embryon à 100 personnes partant d'ovocytes, on sait qu'on aura 60 personnes qui sont enceintes et 40 qui ne sont pas enceintes. Si nous transférons un deuxième embryon aux 40 personnes qui n'ont pas tombé enceintes à la première fois, on restera avec 24 qui tombent enceintes et 16 qui ne tombent pas enceintes. Si nous transférons un troisième embryon, on aura 9 personnes qui tombent enceintes et 7 qui resteront sans grossesse. On peut parler d'une probabilité de grossesse cumulative de 93%, 93%, mais bien sûr, c'est toujours 60%. Okay? Donc, les statistiques sont très faciles à manipuler et donc ça dépend toujours de la manière comment on regarde les choses. Je pense que 60%, disons, est l'habituel et le minimum. Et par rapport aux autres facteurs de pronostic, ça dépend beaucoup d'une femme à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Vous m'entendez, Adva? On a perdu la connexion. Adva, je Voilà. vous écoute. Ah, ok, vous m'avez entendu? Voilà. Oui, non, on vous a perdu quelques secondes. Est-ce que la connexion Internet n'est pas stable? Alors, est-ce que c'est moi? Voilà. Bon. Ça va. Non, Ça peut-être va? de mon côté, oui, ça a l'air d'être OK. Ok, bon, Voilà. très bien. Donc, vous nous expliquez voilà, que le taux de succès, il peut être très variable selon comment on le calcule et aussi selon, vous parliez du terrain justement, qui peut varier d'une personne à l'autre. Exactement. Voilà. Il y a donc des personnes qui ont un pronostic plus favorable. Imaginez, si une femme a déjà une histoire opératoire, si elle a, par exemple, un endomètre plus fin, ou si son mari a, par exemple, une cryptozoospermie, c'est-à-dire très peu de spermatozoïdes avec des anomalies morphologiques, le pronostic va sans doute être pire. Par contre, si c'est quelqu'un qui est, par exemple, 43, 44 ans, qui a un utérus normal, que la seule raison pour laquelle elle fait recours au don d'ovocytes, c'est l'âge féminin, parce que par quelque raison, elle n'a pas la possibilité d'avoir une grossesse plus tôt. En principe, ce traitement aura un pronostic fantastique, peut-être 70%. Okay? Donc, par contre, si c'est quelqu'un déjà avec à 49 ans, qui a déjà 7, 8, 10, 20, ça a déjà arrivé, tentative échouée au passé, bien sûr, le pronostic ne va pas être aussi favorable. Okay? Donc, c'est cet mélange que c'est un peu comme vous avez dit. Si nous avons des patientes à pire pronostic, nos statistiques seront pires. Si on compte seulement avec des patientes à bon pronostic, on peut présenter facilement 70, peut-être 80% de taux de réussite. Au niveau de la sélection des donneuses, justement, alors vous parliez que la sélection est faite pour qu'elles soient fertiles, etc. Comment ça se passe? Est-ce que c'est différent au Portugal qu'en Espagne? Comment ça se passe en fait? Et aussi, est-ce qu'elles sont portugaises? Vous avez des personnes qui viennent d'ailleurs? Expliquez-nous un petit peu. Bon, donc,
Tout d'abord, notre loi, selon notre loi, on peut avoir des donneuses. C'est pas obligatoire que les donneuses soient portugaises. Ok. Les donneuses devront avoir entre 18 à 34 ans. Elles sont testées. Le type de test que nous faisons au Portugal, c'est à peu près la même chose qu'en Espagne. Nous travaillons même avec les mêmes laboratoires. Et donc, je pense que sur le point de vue médical, clinique, des tests de dépistage de maladies génétiques, des maladies infectieuses, de l'évaluation générale de la santé des donneuses, c'est exactement la même chose parce que nous travaillons avec exactement les mêmes laboratoires que nos collègues espagnols. Au niveau de la sélection des caractéristiques des donneuses, ici, nous sommes comme les donneuses ne sont pas anonymes, on peut partager un peu plus d'informations. À Ferticentro, exemple classique, donc nous avons des donneuses avec un profil basique et un profil plus complet. Ce sont les donneuses les plus récentes déjà après l'altération de la loi pour le non-anonymat. Donc, une donneuse avec un profil classique, je peux vous dire, la donneuse 1, 2, 3, 4, elle est, exemple complètement aléatoire, elle est 22 ans, son groupe sanguin est A+, elle est caucasienne, origine portugaise, 1,65 m, elle est blonde, aux yeux marrons, sa peau est claire, elle étude pharmacie, etc. On n'a pas le droit de partager une photo, et donc ça c'est le profil basique. Ce type d'information est toujours disponible pour toutes les donneuses. Pour les donneuses qui ont un profil plus complet, on peut donner des informations non identifiantes sur la donneuse. C'est-à-dire, on peut dire si elle joue le piano, si elle fait du sport, quel est son film préféré, enfin, ce type de choses un peu plus personnelles, combien de frères et de sœurs est-ce qu'elle a dans sa famille, si elle a voyagé par l'Australie et l'Afrique du Sud, enfin, ce type de choses est aussi ce type d'information et même au niveau plus psychologique, si elle est une personne plus dédiée aux études, si elle est quelqu'un qui préfère d'aller à la disco, ce genre de choses, ça, on peut le partager parce que c'est le profil psychologique, parce que nous travaillons beaucoup sur ce sujet. C'est très important que la personne qui va recevoir les ovocytes soit complètement en paix avec sa décision de recourir aux dons. C'est pas une option, c'est quelque chose d'inévitable parce que c'est soit le don d'ovocytes, soit c'est la seule solution, c'est pas une option préférentielle, mais en même temps, il faut tout faire pour que ça soit le plus accepté possible. Et donc, c'est pour travailler dans cette liaison de la donneuse à la receveuse pour que la receveuse puisse être en paix avec la décision, avec ce qui va se passer dans sa famille. C'est une décision très importante qui va affecter le reste de sa vie. Et donc, c'est très important de travailler ce côté psychologique. Nous avons un psychologue qui prépare ce type de profil exactement pour que les patientes se sentent plus rassurées. À Ferticentro, nous avons pris la décision, au moins jusqu'à maintenant, de ne pas travailler avec le type de software où on scanne le visage, où on scanne le visage. faciale. Exactement. Nous avons essayé pas mal de systèmes. Sincèrement, nous ne sommes pas contents avec aucune des solutions que nous avons essayées. Et surtout, comme si les dons ne sont pas anonymes, on dit toujours, bon, on dit toujours aux patients, je vais faire ce choix. C'est vrai que vous passerez 18 ans sans avoir la réponse, mais d'ici à 18 ans, vous aurez la preuve. Okay? Donc, une clinique ne peut pas tromper les patientes. C'est quelque chose que si on dit
ce que je disais au début. Si la Mhm. donneuse a les yeux bleus, la donneuse, Mhm. il faut qu'elle Ça ait va pas les yeux changer. bleus exactement d'ici à 18 ans. Donc, c'est un peu ce type de choses. Et donc, c'est par cette raison que peut-être qu'on le change, OK? On continue à essayer des nouvelles technologies qui arrivent. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé une solution parce que ça, c'est parfois même gratuite et nous n'avons pas trouvé une solution qui nous plaît. Peut-être que ça change. Pour l'instant, ne l'utilise pas. D'accord. Et dites-moi, concrètement, parce que je pense que tout le monde se pose cette question, comment ça se passe le choix d'une donneuse? C'est-à-dire, qui choisissez-vous? Qui choisissez? Il y a une personne qui est en charge du choix? Est-ce qu'on peut donner une photo? Enfin, comment ça se passe? Alors, moi, j'ai eu la chance de participer au choix avec, enfin, dans une autre clinique, mais c'est vrai que chez vous, comment ça se passe pratiquement, en fait? Euh, bon, nous envoyons un formulaire à la patiente. Si c'est une femme seule, elle va remplir ses caractéristiques physiques. Elle peut ajouter quelque chose qu'elle cherche dans la donneuse. Bien sûr, parfois on a des demandes un peu bizarres. Il y a des personnes, par exemple, un exemple très spécifique. Hier matin, une patiente m'a demandé une donneuse du sud du Portugal. OK, ce ne sont pas des critères, mais on va essayer Mhm. de leur donner cette possibilité. Donc, mais c'est le type de choses. Donc, les patients peuvent demander n'importe quoi. OK, il y a des patients qui demandent que la donneuse soit quelqu'un qui étudie littérature ou quelqu'un qui étudie des sciences de la vie ou de l'ingénierie, etc. Donc, on peut, nous sommes ouverts. Il y a des choses qu'on ne peut pas assurer. Il y a des choses qui n'ont aucun sens. OK? Et dans ce cas, il faut aussi être clair. Mais, et donc, basé dans les caractéristiques physiques, nous demandons, bien sûr, dans le formulaire, il y a un espace pour que les personnes nous envoient des photos. Nous demandons aussi aux patients de nous envoyer des photos pour qu'on puisse faire une évaluation plus directe. Et donc, basé dans ces photos, nous avons une coordinatrice du programme de dons, c'est l'infirmière Rita Mathias, qui travaille ensemble avec autres infirmières, qui connaissent personnellement les donneuses. Nous avons notre base de données. Actuellement, nous avons plus de 2000 donneuses enregistrées. Donc, elles ne sont pas tous disponibles tous les jours. La disponibilité des donneuses est limitée à cause de l'intervalle de 3 mois entre chaque don et du limite de 4 dons pendant toute sa vie. Mais donc, c'est en fonction de ça. Nous avons aussi une banque d'ovocytes à partir de laquelle nous envoyons des ovocytes pour beaucoup d'autres cliniques. Et donc, c'est en fonction de cette disponibilité de donneuses qu'on va présenter une proposition. Bien sûr, la patiente ou les patients ont le droit de refuser. Okay? Ils peuvent dire non, mais je préfère quelqu'un plus grande, plus petite, plus mince, qui, plus, qui a plus d'études. Tout est possible. Okay? Et donc, nous n'avançons qu'après avoir l'accord de la receveuse ou du couple receveur par rapport à la donneuse. C'est une décision importante. Il faut que la donneuse que la receveuse, pardon, soit d'accord et qui participe dans ce choix. Et donc, ça, c'est le premier pas de ce procès. C'est être sûr que la receveuse est complètement confortable avec notre proposition de donneuse. Et donc, c'est à partir du moment où le sujet donneuse est traité que le traitement avance. D'accord. Euh, Donc, et puis l'enfant, lorsque il aura sa majorité, à quelle information il aura le droit? Donc, il aura le droit aux informations, donc avoir le nom de la donneuse, il pourrait la retrouver, il pourrait prendre contact avec elle, en fait? Euh, bon,
la loi portugaise a été changée à l'année 2018. Elle a été publiée au mois d'août 2019. Et donc, il faut attendre jusqu'à 2036 pour avoir les premiers cas d'enlèvement de l'identité des donneurs ou donneuses. Ce qui est inscrit dans la loi, c'est l'accès au nom, à l'identité civile de la donneuse. Et l'identité civile au Portugal, c'est le nom. Okay? Au Portugal, nous avons, je vous donne mon exemple personnel, je m'appelle Vladimir Jorge da Cruz Rodrigues da Silva. Okay? C'est-à-dire, il n'y a aucune autre personne avec le même nom que moi. D'accord. Donc, ici, le nom est quelque chose de très identifiant. Bien sûr, je ne sais pas quelle sera, c'est l'autorité portugaise de la PMA qui donne l'accès à l'identité des donneurs. Et donc, on ne sait pas exactement comment ça va être fait une fois qu'il faut encore attendre 16 ans pour que ce moment arrive. Il y a une autre chose que j'ai oublié de vous dire. Nous avons aussi le droit de travailler avec des banques d'ovocytes à l'étranger. Il y a actuellement seulement une banque d'ovocytes avec laquelle nous travaillons, c'est Ovogen Bank. Dans ce cas, l'identité de la donneuse sera révélée par la banque d'ovocytes d'origine ou, par exemple, dans le cas du don de sperme, par les banques de sperme danoises selon la loi danoise. C'est la loi danoise qui s'applique, ce n'est pas la loi portugaise pour avoir accès à l'identité du donneur. D'accord, oui. Ok, donc bon, c'est encore de la musique d'avenir parce que c'est vrai que y a pas eu encore le cas vu que c'est un changement de loi qui est récent et on verra effectivement qu'est-ce que ça voudrait dire. Mais potentiellement, l'enfant, justement, dans le cadre du fait que maintenant on peut avoir accès à toutes les analyses ADN, pourra vraiment retrouver finalement la personne qui aura donné ses ovocytes. Bon, moi, je travaille beaucoup avec les personnes en leur expliquant que finalement, l'ovocyte, c'est vrai que c'est une base génétique, mais lors d'un don d'ovocyte, il y a quand même toute l'épigénétique qui est présente et que finalement, qu'est-ce qui fait l'enfant? C'est finalement l'épigénétique, c'est l'action ou pas des gènes que la mère qui va porter l'enfant et qui va ensuite le cajoler, le soigner, l'allaiter, etc., en fait, il y aura l'expression de ces gènes et l'enfant, finalement, c'est son enfant. Oui, et en fait, Adva, c'est très important de dire aux patientes ça. Si, bien sûr, ça c'est impossible, mais si c'était possible de faire le transfert du même embryon pour l'utérus de deux femmes différentes, l'enfant qui serait né ne serait pas le même. Okay? Donc, il y a un dialogue entre les gènes, la génétique de la mère et la génétique de l'enfant. Et donc, c'est la mère qui dit à l'enfant quelle est la vitesse de son développement, quels sont les moments où il se devra développer ou pas, parce qu'il y a un dialogue d'activation et inactivation des gènes de la mère par l'enfant et le contraire aussi. Donc, c'est-à-dire le rôle de la personne qui porte la grossesse, même si l'ovocyte est venu d'une autre personne, est très importante et est vraiment décisif pour déterminer qu'est-ce que va être l'enfant. En effet, cette question de l'identité de la donneuse, etc., à mon avis, sur le plan biologique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Okay? C'est quelque chose qui est important par des raisons de santé. S'il s'avère nécessaire de contacter la donneuse. Bien sûr, il y a des pays qui pratiquent l'anonymat, qui ont un système d'accès, mais c'est différent quand même. Avec le non-anonymat, c'est plus facile de trouver une donneuse en cas de besoin. C'est important d'avoir un contrôle, que ça soit fait par l'État. Ça ne devra être fait par des cliniques, soit privées, soit publiques. C'est quelque chose qui devra être complètement transversal, indépendant des cliniques. Et donc, et surtout,
bien sûr, il y a cette curiosité. Il y a des études qui disent, bon, les enfants qui sont nés d'après un donneur anonyme ont toujours ce crainte de trouver son origine génétique. C'est un peu par cette raison que même des personnes qui ne sont pas nées d'un don envoient son ADN pour des banques d'ADN pour savoir s'ils descendent des peuples du nord d'Europe ou des Africains ou des deux en même temps. Donc, c'est un peu ça. Mais voilà, c'est ce que... il faut respecter ce désir et donc, mais n'oublions pas que le don est une chose qui sert de base à la concrétisation d'un projet famille qui n'a rien à voir avec le donneur. Le donneur, c'est un détail de tout c'est un ce procès. accessoire, c'est un moyen d'arriver finalement à ce qu'on souhaite, tout à fait. Alors, là, moi, je suis arrivée un petit peu au bout. Alors, peut-être j'aurai d'autres questions au moment où vous répondez, mais on a déjà une question d'une personne qui demande, en fait, et ça, c'est vrai que c'est important en ce moment, comment ça se passe actuellement au Portugal par rapport au Covid. Voilà, sachant que c'est un petit peu la catastrophe un peu partout, mais disons, oui. Je sais qu'au premier confinement, c'est-à-dire au mois de mars, avril, vous étiez relativement bien. Bon, maintenant, tout le monde va un peu mal, mais comment ça se passe exactement? Et aussi, est-ce que c'est possible pour une Française de venir maintenant faire un double don dans votre clinique actuellement? Bon, première partie de la question, la situation actuelle du Covid. Tous les jours, on a des maximums historiques, ok? Donc, Comme partout, hein? comme partout, nous sommes en Europe, c'est un peu ce qui se passe en Europe. Nous avons un confinement en place qui est un confinement un peu particulier et très différent du confinement que nous avons au mois de mars et d'avril. Même au mois de mars et avril, les cliniques PMA n'ont pas fermé. Et donc, actuellement, je ne pense pas qu'elles fermeront. Ici, il y a beaucoup de restrictions pour certaines activités qui ne nous affectent pas directement. C'est-à-dire que ce sont des horaires des restaurants, le nombre de personnes qui peuvent être ensemble, etc. Bien sûr, à la clinique, les voyages sont autorisés, les déplacements sont aussi autorisés, même si on donne des attestations, soit pour que les patientes puissent sortir de son pays d'origine, soit dans le cas où quelque chose change entre-temps, et on a vu que ça peut changer d'un jour à l'autre, mais si quelque chose change entre-temps, avec nos attestations, même au mois de mars et au mois d'avril, il a été toujours autorisé aux patientes de venir aux établissements de santé. Donc, les raisons de santé, ce sont des raisons acceptées comme exception pour pouvoir voyager. Bien sûr, à la clinique, on a un plan de contingence avec vraiment beaucoup de avec vraiment beaucoup de mesures pour contrôler la pandémie et donc il n'y a pas de problème. Nous avons actuellement dizaines de patients, soit français, soit d'autres nationalités. On a des Hollandais, des Allemands sur place qui sont actuellement ici, qui sont venus hier, avant-hier, etc., pendant toute la semaine et qui n'ont pas de problème. Bien sûr, il faut respecter toutes les autorisations, toutes les indications des autorités. Pour répondre ici à Muriel, oui, on peut faire le traitement avec un double don et non, Coimbra n'est pas dans une zone confinée, au moins pour l'instant, mais bien sûr, ça peut changer d'un jour à l'autre. Pour l'instant, non. En effet, Coimbra n'est pas entre les départements avec plus de cas, mais sincèrement, ça ne signifie rien. Je pense que les personnes devront avoir exactement le même type de précautions et parce que même si nous étions dans un des départements
moi, j'habite dans une région qui est en confinement et donc, c'est un peu ça. Il faut faire attention à ce que les autorités recommandent, avoir des attestations au cas où et voilà. Alors, je crois qu'on est arrivé au bout, des questions. On n'en a pas Euh, d'autres. Est-ce que vous oui, il y a une autre question vous le voyez? de Muriel qui demande comment ça se passe pour les dons dans cette période. Mmh. Il n'y a aucun souci. Nous continuons à voir les donneuses tous les jours. OK? Il n'y a aucune interruption des dons et les donneuses restent disponibles. Notre activité est complètement normale avec les dons. Ouais. Nous Con avons mis ouais. ça en poste, désolé, Hein, hein. pendant les mois de mars, avril, etc. On avait quand même quelques donneurs, mais le nombre de donneuses a diminué pendant le confinement du mois de mars, avril, etc. Mais actuellement, nous sommes dans un rythme complètement normal, même la même chose qu'avant le Mmh mh. confinement. Alors c'est vrai qu'au pendant le premier confinement, il y avait aussi une indication de l'ECHRE quand même de stopper, les transferts parce qu'on ne savait pas trop, comment, Mhm. réagir avec le covid et la grossesse et le transfert, enfin les risques. Maintenant, bon, il y a eu certaines études, mais il n'y a rien de flagrant qui montre qu'on Mhm. peut pas continuer à faire et même je crois qu'il y a même une indication à continuer la PMA parce Mhm. que, bah, finalement, il faut qu'on apprenne à vivre avec cette Ouais, problématique et on peut pas tout stopper et les personnes qui peuvent avoir des enfants, ben, naturellement, n'arrêtent pas ça. d'avoir des enfants, donc on peut pas stopper. Oui, c'est Heu, ça. C'est ce que voilà. nous avons fait au début. Mmh, mmh, mmh. On a avancé juste avec des cas qui étaient plus urgents, dans lesquels on ne pourrait pas attendre, et les autres, nous avons décalé pour avoir plus d'informations. Je me souviens qu'au mois d'avril, nous avons fait 6 transferts Mmh, embryonnaires. mmh. Mmh, mmh, mmh. Parfois, on fait dans un seul jour, on fait 8 ou 9. OK? Donc, c'était seulement pour des cas plus urgents. Actuellement, non. C'est comme vous dites. Moi, j'avais encore une question. Alors, c'est une question, qui me revient parce que c'est vrai que c'était une des questions que je vous ai posées au tout départ. C'était: est-ce qu'il y a eu moins de donneuses? Vous êtes passé à cette loi, de non-anonymat. Est-ce que vous n'avez pas une baisse dans les je me rappelle votre réponse, mais vous allez nous le raconter, une baisse du nombre de donneuses parce que, justement, bah, il y avait le non-anonymat. Que pensent les donneuses, justement, du non-anonymat? Est-ce que ça leur fait peur? C'est Euh, intéressant, je trouve. Bon, en effet, nous avons vécu une situation totalement surprenante parce que quand la loi est sortie, tout le monde avait peur que ça serait la fin euh, des dons, des donations, parce que au Royaume-Uni, ils ont exactement le même problème. En Suède, il y a 20 ans, en 1994, sauf erreur, quand la loi du non-anonymat a été publiée, bon, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était à la fin des années 90 en Suède que ça a changé. Le nombre de donneurs a baissé dramatiquement. Et donc, ici, on avait peur que ça serait la même chose. Cependant, peut-être parce que ce sujet a été très discuté dans les réseaux sociaux, parce que l'État portugais a aussi fait des campagnes, des associations de patientes, la Société portugaise de médecine de la reproduction et les cliniques PMA, tout le monde a fait beaucoup de campagnes d'information. Et en fait, on a eu un effet paradoxal, disons. On a les dons, nous avons arrivé à des maximums historiques. On n'avait jamais tellement de donneurs et donneuses. Même pour les patientes qui avaient donné au passé, 97%, 97% des patientes ont accepté de donner, de sortir de l'anonymat. Des donneuses ont accepté de sortir de l'anonymat. Et pour les donneurs de sperme, 70% ont accepté de sortir de l'anonymat.
Et donc, et à partir du 24 avril 2018, tous les nouveaux donneurs et donneuses sont bien non anonymes. Et donc, c'était une belle surprise, ok? Parce qu'ici au Portugal, le fait d'être donneur ou donneuse, c'est quelque chose de très bien vu, ok? Vous êtes fier d'être donneuse, d'être donneur. C'est quelque chose que vous pouvez dire, c'est pas une chose que vous cachez, c'est pas une chose qui se passe avec l'argent derrière, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose complètement ouvert. Je vous donne un exemple. Ici, à Coimbra, nous avons des fêtes universitaires qui s'appellent Queima das Fitas. C'est une fête dans une semaine dans laquelle des étudiants de l'université ont des concerts, des fêtes énormes. Et donc, par exemple, à l'année 2019, on a déjà après la fin de l'anonymat, nous avons une petite vin très décorée pour divulguer, pour partager des informations concernant le don, dans lesquelles on avait 2-3 personnes qui donnent des brochures, qui parlaient avec des étudiants, etc. Vous n'imaginez pas combien nous avons centaines de personnes qui prennent des photos à notre côté et qui ont pris des brochures et après les fêtes, le nombre de donneurs et donneuses a exploité. Okay? Nous avons même centaines et centaines de candidats au don. Bien sûr, on a fait des Il y a une examens, sélection, ouais. exactement. Et parce que c'est une chose que culturellement est très bien acceptée. Okay? C'est pas bon, c'est une énorme surprise et donc je vous avoue que j'étais contre le non-anonymat. Okay? Donc, j'ai écrit des choses, j'ai fait des présentations publiques contre cette altération parce que je pensais qu'on allait perdre tous les donneurs. Et donc, je disais, bon, l'anonymat, c'est mauvais, mais c'est mieux que n'avoir pas de donneurs. Maintenant, je dis, c'est possible avec une bonne information, avec des campagnes pédagogiques, avec une bonne intervention auprès des donneurs, c'est possible d'avoir des donneurs, nous n'avons aucun doute. Et donc, c'est complètement préférable que protéger soit les droits des donneurs, soit les droits des familles et surtout des enfants avec un système transparent de non-anonymat que faire les choses comme on le faisait, comme nous l'avons fait jusqu'à l'année 2018, dans lequel tout était anonyme avec un bon contrôle sur la situation. J'ai encore une dernière question au niveau du type de donneuse. Est-ce que vous avez tous les phénotypes? C'est-à-dire, est-ce que vous avez alors souvent, moi j'ai des demandes pour des donneuses asiatiques, des donneuses, de couleur, typée, africaine, ou alors, carrément l'opposé. On me dit: «Bah, voilà, moi je suis blonde aux yeux bleus, est-ce que je dois aller en République tchèque?» parce que, c'est vrai qu'en Espagne, c'est plus quand même le type méditerranéen. Donc la question c'est, est-ce que vous avez tout type de donneuse ou, bah, voilà, vous avez quel phénotype vous avez? Bon, tout d'abord, pour les donneuses d'origine africaine, nous n'avons pas de difficultés. On a beaucoup de demandes d'origine africaine. Le Portugal a été le premier pays de la globalisation, donc on a une communauté d'origine africaine de plus de 500 ans ici au Portugal. Donc, on n'a vraiment pas de problème. Pour jusqu'à présent, nous avons un nombre de donneuses de type nord-européenne, si vous le voulez, c'est-à-dire avec des yeux clairs et de grande taille, qui a été suffisante pour notre demande. C'est vrai que quand nous avons, par exemple, après la fin du confinement, nous avons suspendu les dons
pendant des mois et tout le monde a voulu venir en même temps, nous avons été capables de répondre à toutes les sollicitations, mais ce n'était pas facile. Okay? Nous sommes allés un peu aux limites. Au mois de février, je vous dirais qu'on n'avait aucune difficulté. Maintenant, je vous dis, il faut récupérer parce qu'on a passé mars, avril, mai, juin, et c'est au mois de juillet qu'on a repris l'activité normale en termes de nombre de dons. Okay? Et donc, actuellement, nous sommes dans un rythme complètement normal, mais nous avons une demande sans précédent. Voilà, il y a eu une demande énorme pendant l'été parce que les gens voulaient vite faire un traitement, tout à fait. Oui, et ça continue. Okay? Donc, nous avons même, nous sommes avec vraiment beaucoup de patients. Je pense que dans 2, 3, 4 mois, nous serons à nouveau au niveau de février en termes de disponibilité de donneurs, mais pour l'instant, ça va. Bien sûr, les Portugais sont comme moi. Okay? Je suis un Portugais typique. Alors, donc moi, je voulais juste conclure parce que là, on a déjà dépassé l'heure, donc on ne veut pas faire des webinaires trop longs parce qu'après, c'est difficile pour les regarder. Juste dire, en fait, comment ça se passe pratiquement si quelqu'un souhaite, bon, déjà aller dans votre clinique. Vous êtes quelqu'un de très accessible. Je sais que par rapport à toutes les personnes que j'envoie, vous prenez le temps de discuter avec toutes les personnes, de voir vraiment le cas. Donc, c'est très agréable. Si vous voulez bénéficier des tarifs réduits ou des accords qu'on a pris en compte, donc je le rappelle, c'était des embryons, une garantie d'embryon. Hein. Eh bien, alors tout simplement, passez par moi, puis ensuite vous prenez contact avec Vladimir Roux, ou alors le contraire, vous pouvez d'abord prendre contact avec vous et puis ensuite me dire voilà, j'ai vu le webinaire, je souhaite bénéficier de ce tarif. Est-ce que vous pouvez me dire comment on peut faire? Donc, n'hésitez pas à me contacter donc, sur le site. Et puis, Vladimir aussi sur le site de Ferticentro. Je crois qu'entre-temps, on a eu encore une question. Voilà. C'est Voilà, quelqu'un. voilà. Si je signe aujourd'hui, quand est-il possible de venir pour un transfert? C'est-à-dire, en fait, alors, il n'y a pas de temps d'attente, on est d'accord, mais comment ça se passe si on décide aujourd'hui de faire un traitement chez vous? Pratiquement, il y a quand même des étapes qu'il faut suivre, donc on peut pas avoir un transfert demain, hein, mais c'est important de suivre des trucs, mais c'est assez rapide. Alors, quel est le délai, en fait, et comment ça se passe? OK. Donc, pour répondre à ce que vous disiez au début, si vous souhaitez avancer avec quel type de traitement, vous pouvez soit contacter ADVA et ADVA va vous aider avec l'organisation de votre dossier médical, la préparation, aussi au niveau de votre équilibre. Le terrain, Exactement. le fameux terrain dont on parlait. Exactement. Adva pourra vous préparer avec ça et elle nous mettra en contact dans un deuxième moment ou si vous prenez contact avec nous, on fera la même chose un peu en même temps qu'Adva. Dans le cas de la question de cette personne, normalement, si nous avons des examens, on peut envoyer une liste d'examens à faire, ça dépend un peu du type de traitement. Si c'est un don d'ovocytes ou un don d'embryon, le type d'examen seront moins exigeants, la quantité d'examen soit moins exigeante que pour une tentative avec vos propres ovocytes. Mais en principe, si vous avez, admettons que vous avez déjà les résultats de tous les examens nécessaires pour avancer, il faut attendre les règles. Si vous n'avez pas de règles, on peut commencer tout de suite. Pour la préparation de l'utérus, normalement, on a besoin de 3 semaines, c'est-à-dire on attend les règles et ensuite, 3 semaines plus tard, nous sommes prêts à faire le transfert embryonnaire. S'il ne faut pas attendre les règles parce que vous prenez la pilule ou parce que vous êtes ménopausé, on peut commencer tout de suite et d'ici à 3 semaines, on sera préparé pour faire le transfert embryonnaire. Bien sûr, il faut, si vous êtes
par exemple en Suisse, il faut que vous trouviez un gynécologue qui soit disponible pour vous aider avec les échographies, etc. Donc, voilà, c'est On va dire, alors d'expérience, je vois qu'on arrive à faire un traitement à peu près en un mois et demi, 2 mois, c'est-à-dire le temps d'avoir les résultats, le temps de caler vous êtes d'accord, le temps de caler le cycle, la donneuse, etc. En un mois et demi, 2 mois, c'est vraiment, un mois et demi, je veux dire, c'est le minimum. 2 mois, c'est, voilà, on va dire 2 mois, c'est vraiment le temps qu'il faut pour un traitement d'ovocytes. Après, pour une FIV, bah, ça dépend aussi quel moment du cycle. Et puis, ça dépend aussi si on a les résultats, enfin, si on a toutes les informations. Alors, je vois qu'il y a des gens qui nous ont rejoints un peu plus tard. On a enregistré tout le webinaire. Et je pense qu'il y a peut-être, on l'a fait aussi un petit peu tôt. Alors moi, je me suis dit, les gens sont peut-être en confinement, mais finalement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même allés travailler. Enfin, les activités, en fait, finalement, le travail continue. Donc, on va aussi mettre accessible ce webinaire sur Facebook, moi, sur YouTube, etc. Comme ça, vous pourrez revisionner et avoir toutes les informations qui sont très intéressantes. Oui, et vous pouvez aussi prendre contact soit avec Adva, soit avec nous si vous avez des questions plus spécifiques. Voilà, n'hésitez pas, nous sommes ici disponibles et on va partager la vidéo dans tous nos réseaux sociaux. Et bon, c'est ça. Voilà. Et puis, on essaiera de refaire des webinaires parce que c'est très sympathique, je trouve. Voilà. Bon, Peut-être sur des parfait. thématiques, si les gens veulent avoir Oui. une thématique spéciale, ben, on pourra prendre en compte une thématique, peut-être pourquoi pas sur l'épigénétique et la transmission. Je trouve que c'est un sujet qui est intéressant de parler justement de qu'est-ce qui est transmis à l'enfant quand on utilise un don. Parce que vous êtes spécialiste, vous n'êtes pas spécialiste, vous connaissez beaucoup en génétique. Ça, je sais, parce qu'on a eu déjà des conversations ensemble. Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai que je ne suis pas spécialiste. Voilà. Non, mais Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. qu'on peut Il a dire. même déjà été prouvé qu'il y a des petites quantités d'ADN qui n'ont pas c'est pas un ADN fonctionnel. C'est pas l'ADN, des acides nucléiques qui sont transmis de la réceveuse, de la mère qui porte la grossesse à l'enfant. Donc, il y a du matériel génétique de la mère qui est incorporé, des petites quantités, bien sûr, par l'enfant. Donc, ça existe déjà. Donc, voilà. Moi, je pense qu'on en reparlera, on fera un sujet là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Okay. Alors, voilà, Vladimiro, merci encore pour tout, pour la présentation et pour avoir répondu à mes questions. Et puis, merci aux personnes qui étaient là et puis merci aux personnes qui vont nous écouter ensuite. Voilà. Bon, merci aussi, Adva. C'était un Merci beaucoup. plaisir. Pour moi aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.